Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, merci. Monsieur le ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs, honorables députés, Monsieur le Président, je voulais remercier spécialement le président du groupe parlementaire, Maître Oumar Youm. Je pense même que j'aurais pu me passer de cette présentation synthétique ou de ses réponses aux questions, tellement son intervention a été à la fois brillante, exhaustive et éclairante. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier. Mais Monsieur le Président, je vais tout de même remercier tous ceux qui ont pris aussi la parole pour se féliciter de ce progrès juridictionnel, de ce progrès démocratique, de ce progrès de l'état de droit, de ce progrès de la justice, qu'est l'instauration de nouveaux dispositifs de répression de la délinquance économique et financière. Parce que la délinquance a changé. Aujourd'hui, la délinquance, ce n'est plus la délinquance traditionnelle simplement qu'on connaissait. Aujourd'hui, la délinquance qui est ruineuse pour nos économies, la délinquance qui est ruineuse pour nos sociétés, c'est la délinquance économique et financière. C'est la cybercriminalité. C'est une nouvelle forme de délinquance. Mais, Monsieur le Président, honorables députés, le président Oumar Youm a rappelé tout à l'heure la préoccupation du Sénégal quelques années après son indépendance. Quelques années après son indépendance, lorsque le président Senghor a quitté le pouvoir, le nouveau président arrivé, l'honorable Bargué en a parlé, beaucoup en ont parlé, était animé par le souci de lutter contre l'enrichissement illicite. Et vous savez, la lutte contre l'enrichissement illicite est toujours une demande sociale. Le président Abdou Diouf, quand il est arrivé en 1981, ça ne lui est pas tombé du ciel. Non. C'est parce que c'était une demande sociale des Sénégalais. Le président Macky Sall, quand il est arrivé en 2012, la lutte contre l'enrichissement illicite, c'était une demande sociale. Donc, il y a toujours une intention noble d'un pouvoir qui veut lutter contre la délinquance économique et financière et historiquement ici contre l'enrichissement illicite. Et comme Maître Youm l'a rappelé tout à l'heure, on a créé d'abord le délit d'enrichissement illicite en 1981, qui n'existait pas. Parce que les incriminations qui existaient, les infractions qui existaient ne permettaient pas toujours de lutter contre la délinquance financière. Il y a des gens qui pouvaient s'enrichir, mais vous n'avez aucune preuve pour les coincer. Aucune preuve. C'est là qu'on a imaginé, et le Sénégal a été très ingénieux et très imaginatif, qu'on a créé le délit d'enrichissement illicite et qu'on a instauré la juridiction chargée de réprimer l'enrichissement illicite. Et l'institution lutte contre l'enrichissement illicite était tellement géniale, tellement intéressante, que plus tard, beaucoup de pays plus développés que le Sénégal, en termes de justice, en termes de développement économique, vont s'inspirer du Sénégal pour intégrer dans leur dispositif le délit d'enrichissement illicite. Et comme tout à l'heure, Maître Youm l'a rappelé, finalement, ça a même fait l'objet d'une internationalisation dans le cadre d'une convention internationale, la Convention de Mérida. Donc le délit d'enrichissement illicite et la Cour de répression de l'enrichissement illicite ne sont pas une honte. Au contraire, c'était une invention pour sécuriser les deniers publics au Sénégal. C'était une invention pour lutter contre les phénomènes de concussion et de corruption. Mais ce qui s'est passé en réalité, on a parlé de bilan. Oui, il faudrait peut-être faire le bilan de façon exhaustive. Mais ce qui s'est passé, c'est que la Cour, le mécanisme, le dispositif qui a été instauré, a eu des difficultés dans le fonctionnement. Parce que, comme il l'a très bien dit tout à l'heure, la délinquance économique et financière est subtile. Elle est complexe. Elle nécessite parfois des moyens, des outils, des techniques d'investigation, des techniques d'enquête
et des ressources humaines qui n'existaient pas toujours au niveau du dispositif de la CREI. Donc il y avait la volonté politique, il y avait l'intention, mais ça n'a pas beaucoup marché. Je ne dis pas qu'on n'a pas instrumentalisé la CREI, non. Mais on ne peut pas réduire tout à ça. Non, en 1981, on ne peut pas dire on a utilisé ça, on a instrumentalisé pour lutter contre des hommes politiques. Non, on l'a dit tout à l'heure, c'était 2 personnes. Et ces 2 personnes, très franchement, je ne connais pas l'histoire politique du Sénégal comme l'honorable Aïda Sow Diawara qui était là, mais ce ne sont certainement pas ces 2 personnes qui ont été poursuivies devant la CREI qui étaient les plus en vue dans le jeu politique. Franchement, il y avait des individus qui étaient beaucoup plus en vue. Il y avait des notables du Parti socialiste. Mais ce sont ces 2 qu'on a poursuivis et on s'en est arrêté là. Pourquoi? Parce que le fonctionnement de la CREI lui-même n'était pas facile. Et ça aussi, on l'a vu lorsque le président Macky Sall est arrivé au pouvoir. Comme je le disais, la lutte contre l'enrichissement illicite est une demande sociale. Il y a eu la volonté politique qui a été engagée, mais là aussi, on s'est rendu compte que ce n'était pas facile. Et ce serait très intéressant de discuter d'ailleurs avec les acteurs de la CREI, ceux qui ont été procureurs spéciaux ou procureurs spéciaux au niveau de la Cour, ceux qui sont au niveau de la commission d'instruction, ceux qui ont été dans l'instance de jugement. Ils savent parfois que les enquêtes butaient, achoppées sur de grandes difficultés. Et parfois, c'est des difficultés de fonctionnement de la Cour qui ont expliqué le ralentissement des activités de la Cour. Mais ce n'est pas simplement qu'on visait quelqu'un pour l'éliminer politiquement et après arrêter les choses. Non, c'est parce que la Cour de répression de l'enrichissement illicite, à l'instar de beaucoup de dispositifs de lutte contre la corruption, la concussion et la délinquance financière, éprouve souvent des difficultés pour fonctionner. Et c'est ça qui explique justement que beaucoup ont critiqué la CREI dans son fonctionnement. On sait par exemple que le défaut ou l'absence de double degré de juridiction dans le dispositif a été critiqué. Si vous faites l'objet d'une condamnation par la Cour, vous ne pouvez pas faire appel. Mais ça, entre-temps, la Convention européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, pardon, la Convention européenne des droits de l'homme, entre-temps, a inventé les principes du procès équitable qui ont été repris dans la plupart des dispositifs internationaux de protection des droits de l'homme, comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, comme les constitutions, comme les lois pénales. Entre-temps, cela existait. Et donc, il est important de moderniser la CREI, tout au moins le dispositif, de l'adapter aux nouvelles exigences, aux nouveaux principes directeurs d'un procès pénal. On sait aussi que l'inversion de la charge de la preuve aussi a posé problème. Quand vous appelez quelqu'un, vous lui dites démontrer l'origine et la licéité de vos richesses. Ça aussi, on sait que ça a posé des problèmes au plan fonctionnel. Donc, il y a eu des critiques justes parfois, moins justifiées parfois, à l'endroit du dispositif qui a été instauré par la CREI. Beaucoup de critiques. Et il y a eu des propositions d'amélioration de la CREI qui ont émergé de la société civile, qui ont émergé d'organisations internationales. Il y a des propositions qui existent même au niveau du gouvernement du Sénégal. Depuis au moins 2016, le gouvernement du Sénégal réfléchit sur la réforme de la CREI. Et c'est ainsi que le projet de loi qui vous est proposé était déjà prêt en 2017. Oui, M. Aïb Dafé, je crois qu'il est sorti. Il a raison. Ce projet de loi était prêt dès 2017 et a été même déjà adopté en Conseil des ministres. C'était pour des problèmes de communication que finalement on a retardé le processus d'adoption de ce texte. Mais attention, cela aussi a été discuté au niveau du dialogue national. Il ne faut pas qu'ils disent que le dialogue n'a pas parlé de ça. Au niveau du dialogue national, il a été question de la CREI. Il a été question d'imaginer les voies de réhabilitation de ceux qui ont fait l'objet de condamnation au niveau de la CREI. Ça a été discuté. Donc oui, ce texte s'inspire aussi ou trouve son inspiration aussi dans le dialogue national, même s'il y avait un draft qui était prêt dès 2017. Donc aujourd'hui, il faut comprendre ce projet de loi, non pas comme un recul, non pas comme un reniement
non pas comme une honte d'une institution dont on ne veut plus. Non, il faut l'inscrire dans le cadre du progrès. Il est question d'évaluer et d'améliorer dans le sens d'une modernisation un dispositif qui a été éprouvé, mais qui a connu des difficultés et des insuffisances. C'est cela qu'il s'agit de corriger. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui ce projet de loi qui est soumis à votre appréciation. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, le délit d'enrichissement illicite est toujours là. Parce qu'en 1981, dans la loi dont parlait tout à l'heure Maître Oumar Youm, quand on a fait la loi de 1981, l'institution du délit d'enrichissement illicite a été intégrée par le phénomène de la codification dans le droit pénal. Donc dans le code pénal, il y a le délit d'enrichissement illicite. Dans le code pénal, on a prévu la peine, le quantum de peine prévu pour réprimer les délits d'enrichissement illicite. C'est pour ça d'ailleurs que vous aurez remarqué, on ne modifie pas le code pénal. On ne touche pas au code pénal. Parce que le code pénal règle deux choses, l'infraction et la peine. On n'y touche pas. L'infraction existe toujours, la peine est toujours là. Ce qu'on modifie, c'est le code de procédure pénale. C'est-à-dire les procédures de poursuite, d'instruction et de jugement du délit d'enrichissement illicite. C'est pour ça que c'est le code de procédure pénale qui a été modifié. Et le code de procédure pénale a été modifié dans quelques-unes de ses dispositions. Et il est important de comprendre que le parquet financier ne remplace pas la CRI. Non. Aujourd'hui, il y a un dispositif qu'on appelle pool judiciaire, pool financier judiciaire, PFJ. Pool financier judiciaire. Et dans ce pool, on a un parquet financier. On a un collège de juges d'instruction financiers. On a une chambre de jugement financière. On a une chambre d'accusation financière, une chambre des appels financiers et des assistants de justice spécialisés. Donc c'est tout un dispositif. Souvent j'entends le parquet financier. Non, ce n'est pas qu'un parquet financier. Le parquet financier en est une composante, en est un aspect. Mais il y a un parquet, il y a un collège de juges d'instruction, il y a une chambre de jugement financier, il y a une chambre d'accusation financière et il y a une chambre des appels financiers. Et il y a des assistants qui sont spécialisés. Et il est important de comprendre que dans ce dispositif, dans ces nouveaux organes, c'est les magistrats du parquet financier et les juges d'instruction qui exercent leurs fonctions à l'exclusion de tout autre emploi. Ça veut dire que le parquet financier est un parquet dédié. Les juges d'instruction sont des juges dédiés. Mais les autres instances font aussi autre chose. Ils ne font pas que ça. Et il y a deux types de compétences. Et ça aussi, c'est très important. Il y a des compétences qu'on appelle les compétences concurrentes du pôle judiciaire financier et des juridictions de droit commun. Ça veut dire qu'il y a des compétences pour lesquelles le pôle va être compétent, mais les autres juridictions de droit commun vont continuer à être compétentes. Et pour ces compétences, nous avons la corruption et les pratiques assimilées, les détournements, escroqueries et soustractions liées aux deniers publics, les infractions liées à la fausse monnaie, le blanchiment de capitaux, les infractions fiscales, les infractions douanières, le trafic de stupéfiants, les infractions liées aux technologies de l'information, la cybercriminalité, les infractions en matière de chèques, de cartes bancaires et des autres instruments et procédés électroniques de paiement, les infractions à caractère économique ou financier pour lesquelles une loi spéciale lui donne compétence. Donc pour ça, c'est des compétences, c'est des infractions, pour lesquelles le pool financier et judiciaire peut être compétent, mais les juridictions de droit commun aussi peuvent être compétentes. C'est des compétences concurrentes. En revanche, il y a des compétences pour lesquelles seul le pôle financier et judiciaire peut intervenir. Et ces infractions, c'est les infractions qui sont liées à la corruption et pratiques assimilées, à la fraude et au blanchiment de capitaux qui résultent des enquêtes diligentées par les autorités. Il s'agit des infractions qui sont liées à la réglementation des marchés publics, la piraterie maritime, le financement du terrorisme, le trafic de migrants, l'enrichissement illicite, qui est toujours là, les infractions liées à la réglementation bancaire, les infractions boursières sur le marché financier, les infractions visées à l'article 77, etc. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le champ d'intervention de la CRI était trop restreint. C'était quoi? Enrichissement illicite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'enrichissement illicite qui constitue une infraction en matière de criminalité économique et financière. Il y a un large éventail d'infractions
à caractère économique et financier, dont l'enrichissement illicite. Donc, le dispositif enrichissement illicite s'est révélé étroit, archaïque, dépassé. Il fallait le moderniser. C'est le sens de cette nouvelle loi qui instaure aujourd'hui le pool financier judiciaire. Il y a des questions qui ont été posées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les procédures qui vont être engagées dans le cadre de ce pool judiciaire financier, c'est des procédures qui seront poursuivies, instruites et jugées selon les règles du Code de procédure pénale. Donc il n'y a pas une procédure parallèle, spéciale ou dérogatoire, mais c'est les règles du Code de procédure pénale qui vont être appliquées sous réserve des dispositions particulières prévues par d'autres dispositions législatives et réglementaires. Il y a une question qui a été posée sur que deviennent les affaires qui sont pendantes devant la CREI. Eh bien, les affaires qui sont pendantes devant la CREI sont transférées au niveau du pool financier judiciaire. Donc, il n'y a pas d'abandon des poursuites. C'est le pool qui va reprendre ces affaires. Donc, en un mot, il ne faut pas comprendre que l'instauration de ce nouveau dispositif, qui est le pool financier judiciaire, signifie la fin de la reddition des comptes au Sénégal, ou signifie une volonté de se soustraire de poursuites. Non, pas du tout. On s'est juste rendu compte que le dispositif CREI n'est pas efficace pour lutter contre la délinquance économique et financière. Il y a une volonté politique consistant à renforcer les moyens de lutte contre la délinquance économique et financière, dont un aspect qui est extrêmement important et qui n'existait pas au niveau de la CREI, c'est la spécialisation et la dotation en capacité des magistrats qui sont chargés maintenant de réprimer les crimes de délinquance économique et financière. Parce que les magistrats de la CREI, ils ont beau être volontaires, volontaristes, professionnels, mais ce n'est pas des spécialistes. Ils sont spécialistes du droit judiciaire commun. On les a sollicités pour connaître d'infractions pour lesquelles ils n'ont pas subi de formation spéciale. Ils y sont allés qui par leur engagement, qui par leur savoir, qui par leur expérience. C'est le lieu d'ailleurs de rendre hommage au président de la CREI que j'ai connu, Henri Grégoire Diop, qui était d'ailleurs cumulativement avec ses fonctions de président de la CREI, premier président de la Cour d'appel de Thiès. Haut magistrat, chevronné, intègre, compétent, qui a accepté de présider la CREI. Je le dis parce que la CREI aussi, il faut le dire aussi, dans l'évaluation du fonctionnement de la CREI, autant des socialistes aussi, une des raisons pour lesquelles ça a été abandonné, c'est que les gens aussi avaient peur de la CREI. Parce qu'il se racontait des choses mystiques sur la CREI. Mais le président, lui, il a eu le courage de présider la Cour. Il a eu le courage de répondre à l'appel de la justice. Parce que si on met des juridictions, on dit quels sont les magistrats qui doivent faire fonctionner ces juridictions. Tout le monde dit j'ai peur, mais la justice ne fonctionnera pas. Parce qu'il arrive des moments, il arrive des séquences de l'histoire d'un pays où parfois les juges ou la justice peuvent faire l'objet de sanctions, peuvent faire l'objet, de menaces, d'intimidation, d'invectives, comme on l'a vu ces derniers jours. Ce n'est pas que le Sénégal, il y a beaucoup de pays qui ont traversé ces moments difficiles. Mais quand un pays traverse ces moments difficiles, quand il y a des juges qui sont courageux, qui acceptent malgré les menaces, les intimidations, les critiques, les insultes, d'assumer leur fonction de juge, il faut leur rendre hommage. Et j'en profite pour rendre hommage au président de la CREI, Henri Grégoire Diop, arraché à notre affection. Je prie pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, voilà les quelques considérations que je voulais évoquer pour réagir aux propos qui ont été tenus par les honorables parlementaires au cours de cette séance consacrée à l'examen du projet de loi modifiant le Code de procédure pénale. Donc je ne voudrais pas, Monsieur le Président, qu'on retienne de ce texte le texte qui supprime la CREI. Non. L'objet de ce texte n'est pas de supprimer la CREI. L'objet de ce texte est d'instaurer un nouveau dispositif amélioré, modernisé, de lutte contre la criminalité économique et financière, dont une des conséquences
dont une des conséquences est la suppression de la CREI. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Avant de passer au vote des articles du texte de la loi, je vous informe que nous avons reçu 5 amendements de nos collègues. Donc nous donnons la parole, vous êtes informé, Monsieur le ministre, nous donnons la parole à l'orateur Ismaïla Diallo. Monsieur le ministre. Bonsoir. Bon, en fait, j'avais un amendement et proposer l'ajout, le tiré 7 de l'article 677-93 du projet de loi numéro 11-2023, modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965, portant code de procédure pénale, l'ajout de trafic de médicaments sur le tiré. Si vous voyez, on parle de trafic de stupéfiants, de produits psychotropes et de précurseurs. Et nous constatons que le trafic de médicaments, souvent, de femmes a des conséquences économiques. Bon, c'est 60% des médicaments qui sont en Afrique, c'est falsifié. Et vous voyez que faut investir $1000, il y a $500 000 de bénéfices contre les drogues en tant que telles, il y a $20 000. Les conséquences sanitaires, médicaments yi nga xam ne tey jii ñu ngi koy trafiqué di ko bàyyi muy dem ci mbedd bi nit ñi koy jël di ko jëfandikoo da ngay gis da leen di indil feebaru roño te boo seetloo tey jii fii ci Sénégal rek 750 000 patients souffrent d'insuffisance rénale donc moom moo bëggoon vraiment ñu yokk ko ci incha allah merci beaucoup. Je donne la parole à un collègue qui a Madame Annie Emmaï. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, amendement bu amul exposé des motifs yaakaar naa ne déjà war nañ ko gaaw a rejeter en plus li muy wax mi ngi ci infraction ci code pénal lay nekk te kon tey ji li ma yaakaar mooy ñu voté texte bi comme ni ñu ko andee assemblée merci ndax consensus la ci dialogue bi la jógee je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame le rapporteur, vous souhaitez prendre la parole? Le président de la commission, vous avez la parole. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je pense que c'est mon collègue bizarre m'a marché sur l'angle parce que ce que mon collègue dit, je ne rejette pas ça, mais pour éviter redondance, parce que dans le code pénal, code de procédure pénale, ces infractions-là sont punies par le code de procédure pénale. Donc, du côté de aussi, je pense que redondance est une. Donc, je pense que cet amendement-là, wax dëgg yàlla war nañ ko mën a rejeter rek pas pour rejeter bi sax dafay xaw ki mais mën nañ ko bàyyi pour ne pas frustrer l'auteur parce que am na feneen foo xamante ni def nañ ko fa quoi moom sama rakk la vraiment merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je pense que dans l'absolu, aucun texte n'est parfait. Je sais aussi que le droit d'amendement est aménagé au profit des députés, mais j'aurais suggéré, Monsieur le Président, que nous fassions application de l'article 82 de la Constitution, repris par l'article 78 du règlement intérieur, demandant à votre Assemblée de voter le projet de loi en ne retenant que les éventuels amendements, en l'occurrence il n'y en a pas, fait par le gouvernement. Donc nous demandons que le texte soit voté en l'état. Parce que c'est un texte technique, c'est un texte qui a été élaboré pendant longtemps. Avec l'introduction d'amendements, il y a le risque de déséquilibre du texte. Donc je voulais vraiment demander qu'on fasse application de l'article 82 de la Constitution et de l'article 78. Je vous remercie. Nous prenons acte de l'article 78 de notre règlement intérieur. Nous passons au vote des articles du texte de la loi. Madame le rapporteur, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Projet de loi numéro 11/2023, article 1er. Je mets au voie l'article 1er. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? « 122 pour. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? Ceux qui s'abstiennent. D'accord, merci. L'Assemblée a adopté. Je mets aux voix l'article 2. Article 2. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Non, c'est 122 pour. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? Quels sont ceux qui s'abstiennent? 35. L'Assemblée a adopté. Madame le rapporteur. Article 3. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 122. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? Quels sont ceux qui s'abstiennent? 35. L'Assemblée a adopté. Madame le rapporteur. Article 4. Je mets aux voix l'article 4. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 123. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? Quels sont ceux qui s'abstiennent? 35. 36. L'Assemblée a adopté. L'ensemble du texte. Je mets aux voix l'ensemble du texte. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 123. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? Ceux qui s'abstiennent? L'Assemblée a adopté. Mes vives félicitations au ministre et à l'ensemble de ses collaborateurs. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé,
je propose à l'Assemblée de lever la séance et de laisser à la conférence des présidents le soin de fixer l'ordre du jour et le calendrier de nos prochains travaux. Il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. La séance est levée. Modou